Merci. Eh bien, alors merci beaucoup, pendant que je partage mon écran. L'évaluation de la fonction ventriculaire droite par échographie, c'est un sujet qui est à la fois vaste, qui est un sujet pas toujours bien connu, mais qui, très sincèrement, mérite, si on fait attention à quelques points, de bien le suivre, parce que je pense qu'à l'issue d'un topo comme ça, vous pourrez vraiment progresser, je l'espère, dans votre pratique. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de… Je vais essayer juste, excusez-moi, de régler deux, trois petites choses qui me dérangent. Ça va être très rapide. Voilà, sinon je ne vois pas mon titre. Alors, donc, quelle est l'approche générale? Vous posez la question, y a-t-il ou n'y a-t-il pas une dysfonction ventriculaire droite? Bien sûr, vous devez faire une analyse qualitative. Bien sûr, et vous le savez, depuis maintenant les années 2010, Rutsky a sorti des recommandations très intéressantes, peut-être un peu réductrices, sur lesquelles on dit, si vous avez un paramètre qui est pathologique, vous pouvez signer le diagnostic, et vous savez très bien que ce paramètre qui tient la vedette, c'est soit ESPRIM, soit le TAPS. Plus récemment, on nous a parlé du 3D, du strain, on y reviendra bien sûr. Et puis, je voudrais tout de suite mettre le doigt sur une chose importante, c'est qu'on n'y échappe pas. Quand un ventricule se contracte mal, le réflexe, c'est tout de suite de se dire, ce ventricule est malade. Or, il faut que vous compreniez bien que quand on a des indices de fonction abaissés, eh bien, on n'a pas encore la réponse. On ne peut pas savoir si le ventricule est malade sans également évaluer ce qu'on appelle les conditions de charge, c'est-à-dire en particulier dans le ventricule droit, la post-charge, et on va y revenir évidemment pendant cette analyse. Alors, rassurez-vous, parce que quand on fait des études auprès de plus de 1000 échographistes, c'est une étude en ligne, c'est encore via Internet, eh bien on constate que pour analyser le VD, c'est essentiellement le coup d'œil qui est encore largement utilisé, et puis, comme je vous l'ai dit, soit le TAPS, soit ESPRIM. Tout le reste, la fraction raccourcissement de surface, le TEI, l'AFE en 3D, le strain, sont des choses qui ne sont pas utilisées par les gens, ni en routine et ni même de façon occasionnelle. Alors, le coup d'œil le plus important, je pense que c'est celui-là. Il faut absolument vous habituer à cette incidence petit axe que vous connaissez très bien et analyser en particulier la courbure septale. C'est très important parce que, comme vous le voyez ici, cette courbure septale, elle a tendance à aller à certains moments vers la cavité ventriculaire gauche. Quand ça se passe plutôt pendant la diastole, c'est une surcharge de volume. Et quand ça se passe pendant la systole et en particulier en télésystole, et que vous avez cet aspect-là, eh bien, vous êtes face à une surcharge de pression. Et en général, vous pouvez affirmer presque de façon pathognomonique qu'il s'agit non seulement d'une hypertension pulmonaire, mais que cette hypertension pulmonaire est précapillaire. Donc, c'est vraiment un indice simple et extrêmement important. Ensuite, quand vous allez vous intéresser au VD, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas, tiens, j'ai fait mon écho, j'ai fait une 4 cavités, si je regardais le VD, il va falloir faire une 4 cavités centrée sur les cavités droites. Et vous voyez, la technique, ça consiste à laisser l'apex là où il est d'habitude, l'apex du VG, et d'amener les cavités droites dans l'axe. Ça va vous permettre de faire des choses extrêmement importantes. Vous allez déjà pouvoir mesurer la surface de ce ventricule en télédiastole et de vous donner un indice de taille. C'est un bon indice, et quand cette taille est inférieure à 25 cm², vous pouvez signer qu'a priori le ventricule droit n'est pas ou peu dilaté. Et puis, bien sûr, vous allez pouvoir également faire cette surface en télésystole et vous ferez donc une fraction de raccourcissement de surface, c'est-à-dire surface télédiastolique moins surface télésystolique sur surface télédiastolique multipliée par 100. Vous comprenez bien que cette analyse étudie à la fois le raccourcissement longitudinal et également le raccourcissement radial. Lorsque cette fraction raccourcissement de surface est à moins de 35%, on parle de dysfonction ventriculaire droite. Elle a été très bien validée tant sur le plan diagnostique que sur le plan pronostique. L'élément incontestablement majeur, la trouvaille concernant le VD, c'est quelque chose de très simple, c'est du Doppler tissulaire pulsé à l'anneau tricuspide.
et ça va vous donner ce genre de flux sur lequel on détecte plus ou moins 3 accidents. Un accident pendant la contraction isovolumique, un accident pendant l'éjection qu'on appelle l'onde S', et un accident contemporain de la relaxation isovolumique. Pour bien comprendre, si on superpose les courbes de pression, eh bien on comprend en particulier que cet accident pendant la contraction isovolumique, donc qui se fait pendant la montée de pression dans le ventricule droit à valve fermée, c'est un moment très intéressant car il est peu, voire pas charge dépendant. Ça veut dire que toute variation de pression, toute variation de volume ne va pas ou ne va que peu modifier l'aspect de cette contraction isovolumique. Et ensuite, vous avez l'onde S', qui est coincée entre l'ouverture et la fermeture de la pulmonaire. Donc, la durée de S' vous indique vraiment l'éjection et vous avez l'habitude de mesurer ce sommet. Et ensuite, il y a un temps pour la relaxation isovolumique qui est tout à fait importante, coincée entre la fermeture pulmonaire, qui elle-même est directement influencée par le niveau de pression pulmonaire, qui est coincé par l'ouverture de la tricuspide, qui est lui-même conditionné par le niveau de pression dans l'oreillette droite. Et entre ces deux points, vous avez la qualité de relaxation du ventricule droit. Donc, on va pouvoir mesurer le pic de S'. Ce pic de S', il illustre le raccourcissement longitudinal de la paroi et il a vraiment une physiologie qui est tout à fait comparable au TAPS. Le TAPS, vous le savez, on doit faire du TM, essayer d'enregistrer ce déplacement de l'anneau. Donc, pour être tout à fait clair, TAPS et S', c'est pareil, c'est 2 fois la même chose ou presque, et donc je vous recommande vraiment de faire le S', dont la reproductibilité de mesure est bien meilleure que celle du TAPS, avec une normale supérieur à 10, autrement dit, quand le S' est inférieur à 10 cm par seconde, on parle de dysfonction ventriculaire droite. On va également s'intéresser à l'indice de Theil, mais l'indice de Theil, il faut surtout le regarder. L'indice de Theil nous dit une chose physiologique très importante, il nous dit que plus un ventricule dysfonctionne, plus les périodes isovolumiques, que ce soit la contraction ou la relaxation, s'allongent. Autrement dit, cet indice, quand on fait la somme des phénomènes isovolumiques et qu'on la rapporte à la durée de S', eh bien, cet indice va augmenter de valeur et il est pathologique au-dessus de 0,55 et plutôt au-dessus de 0,60 dans notre expérience. Enfin, vous allez mesurer la pente de cet accident isovolumique, de la contraction isovolumique. Donc, une pente, c'est en mètres par seconde carrée et elle est pathologique quand elle est inférieure à 2,2 mètres par seconde carrée. Dans notre expérience, le seuil est un peu plus bas, autour de 1,8. Et puis, vous allez pouvoir faire du strain. Ici, on utilise une machine assez récente qui utilise l'intelligence artificielle. Vous voyez, j'ai rien fait, j'ai appuyé sur un bouton et puis, je ne sais pas si ça passe bien, mais on voit que tout a été fait automatiquement. La machine a reconnu où était le VD et elle vous a proposé un strain automatique. Et vous savez que je suis capable de vous dire que c'est mauvais, donc je vous promets que c'est d'une qualité impressionnante. On n'est quasiment jamais dans la nécessité de replacer les points et vous avez automatiquement à la fois le strain de la paroi latérale et le strain de la paroi septale ventriculaire, droite ou gauche pour le septum, ça dépend des tendances. Alors, on parle de dysfonction quand le moins 17, puisque c'est une valeur négative. Vous savez que en fait, ce seuil est difficile à trouver pour des tas de raisons, variations selon le sexe, variations avec l'âge, mais surtout, selon la machine, on peut avoir des variations de seuil importantes. Ce que je voudrais bien qu'on comprenne, c'est quelle va être votre conclusion lorsque vous êtes face à un strain bas. Lorsque vous êtes face à un strain bas, il y a 2 possibilités. Soit la post-charge est élevée, et on va y revenir dans un instant, soit il y a une dysfonction ventriculaire droite intrinsèque. Face à un strain bas, vous ne pouvez absolument pas faire la distinction entre les deux. Autrement dit, vous êtes face à une valeur diagnostique qui est ambiguë. Mais d'ores et déjà, retenez que la valeur pronostique est bonne parce qu'une post-charge élevée, on sait que ce n'est pas bon pour le cœur, et une dysfonction ventriculaire droite intrinsèque, ce n'est pas bon non plus pour le cœur. Alors, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis sur le pronostic du strain. Ce n'est pas toujours des papiers très bons,
dans leur méthodologie, mais peu importe, vous voyez que systématiquement, que ce soit au niveau du cœur gauche où on prédit une mauvaise survie quand le strain est altéré, vous voyez le problème du seuil. Dans un papier, c'est -16, dans un autre, c'est -22. Et ici, dans une méta-analyse sur l'hypertension artérielle pulmonaire, on est dans la même dynamique. Quand un strain est bas, le pronostic est mauvais. Le 3D est assurément intéressant, ça appartient au logiciel TomTex, c'est à peu près le seul qui est utilisé sur la planète. On fait un volume complet et à partir de ce volume complet, eh bien, le logiciel va vous proposer un certain nombre de coupes et c'est à vous de travailler. Vous allez fixer le grand axe VG en 4 et en 2 cavités, le grand axe VD en 4 et en 2 cavités. Vous allez fixer la chambre de chasse VG, les points d'insertion sur le septum ainsi que la distance entre le septum et la paroi libre du VD. Donc vous voyez, il y a un peu de boulot quand c'est manuel, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que non seulement vous aurez à l'issue de ce travail le volume ventriculaire droit et la fraction d'éjection ventriculaire droite, mais vous aurez également des paramètres qui sont dérivés du 2D, mais à partir du 3D. Et vous aurez en cadeau, si j'ose dire, la fraction de raccourcissement de surface, le TAPS et le strain. Et là encore, il y a aujourd'hui des machines qui utilisent l'intelligence artificielle et qui sont tout à fait fascinantes parce qu'elles vont vous faire ça automatiquement. Et regardez ici un exemple d'un patient que j'ai acquis en 3D très simplement, donc en temps réel, sur un battement. On appuie sur la machine et vous voyez, là je suis toujours en temps réel. La machine va automatiquement détecter où est le ventricule droit, va automatiquement proposer tous ses plans de coupe, va automatiquement faire le tracking. Et vous allez pouvoir, bien sûr, à l'issue de ce tracking, valider les positionnements, essayer de les repositionner si vous trouvez qu'ils ne sont pas bons. Et puis ensuite, vous allez vous retrouver avec le volume télédiastolique et vous allez vous retrouver avec le volume télésystolique et la fraction d'éjection à 41%. Et vous allez en plus pouvoir, voyez, donc tout ça est fait en temps réel, activer ensuite directement les paramètres 2D qui vont vous permettre d'avoir le TAPS, la fraction de raccourcissement de surface, le strain septal et le strain de la paroi libre. Ça me paraît très important parce que le 3D, évidemment, a une réputation de prendre beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et là, vous imaginez bien qu'on a un nombre de paramètres tout à fait intéressants. Alors, face à tous ces paramètres, est-ce qu'il faut se laisser séduire par beaucoup d'approches ou bien rester simple et se dire, après tout, la mesure d'un indice me suffit? Alors, le S', pour prendre l'indice vedette, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il est souvent abaissé chez les sujets normaux dès qu'ils sont un petit peu âgés. J'ai entendu tout à l'heure que 60 ans, c'était jeune, donc je suis tout à fait ravi de cette remarque. Mais chez les sujets âgés, eh bien, ça baisse un peu. Dans notre série de 413 patients, par exemple, nous avions 100 patients chez qui le S' était près de 10. Et ça, c'est aussi un élément qui est gênant, c'est que systématiquement, on trouve un S' qui est très proche du seuil et donc, à ce titre-là, on est un peu gêné pour dire « Ah ben 9, c'est pathologique, ah ben 11, c'est strictement normal ». Le dernier élément étant qu'il y a des discordances entre les indices. Et vous voyez que dans notre série, il y avait 56 patients qui avaient un S' bas et parmi ces 56, au contraire, 38 d'entre eux avaient une fraction raccourcissement de surface normale. Donc là, vous auriez dit fonction altérée, alors que là, vous dites fonction normale. Donc bien sûr, problème de cohérence entre les indices. La contraction isovolumique, l'accélération de la contraction isovolumique, je vous l'ai dit, elle est peu charge dépendante, mais hélas, elle n'est pas dans les recommandations pour l'instant. On pourra en discuter si on a le temps. Le strain, dans notre expérience, notamment à la lumière d'une thèse qu'on a fait très récemment, il peut être bas de façon isolée chez les sujets normaux et beaucoup de sujets ont un strain bas alors que tous les autres paramètres sont normaux. On peut l'illustrer par ce papier. 250 patients avant chirurgie cardiaque. Vous voyez que 19 d'entre eux ont une fraction raccourcissement de surface pathologique. Bon, on dit ces 19-là ont une dysfonction VD, mais quand on mesure le strain, on augmente considérablement la population et on dirait que la dysfonction VD concerne 99 patients, donc infiniment plus.
Le TEI, enfin, le TEI, il est non seulement post-charge dépendant, comme beaucoup de ces indices, mais également pré-charge dépendant. Donc, il est très clair qu'il va falloir faire une approche multiparamétrique, un grand mot pour dire mesurer pas seulement un indice, mais plusieurs, 2, 3, 4. Je vous donne un exemple très simple, c'est le quotidien. Voilà une dame qu'on attend pour un remplacement valvulaire aortique. On fait gentiment le VD. Vous voyez, vous êtes bon élève, vous prenez un DTI, vous avez un Esprime à 8. Donc vous êtes en droit de dire dysfonction VD. Mais si vous travaillez un peu plus, vous faites la fraction raccourcissement de surface, elle est normale. Donc d'un côté, ça dysfonctionne, de l'autre, c'est normal. Je vous l'ai dit, je vous le redis, chez les sujets âgés, c'est tout à fait fréquent d'avoir un Esprime bas isolé alors que les autres indices sont normaux. Non seulement l'approche multiparamétrique a une valeur diagnostique, mais dans notre expérience, elle a une valeur pronostique importante. Cette série donc, de près de 400 patients, chez qui on avait fait une écho, VD, avec tous les paramètres que je vous ai indiqués, en préopératoire. C'est une étude prospective et on les a suivis pendant 3 ans. Et à l'issue des 3 ans, on a eu 10% de mortalité. Et on a regardé, bien sûr, si les paramètres VD préopératoires nous permettaient de prédire cette mortalité. Et on a eu des résultats assez impressionnants, puisque vous voyez que les sujets qui avaient une fonction VD normale, il n'y avait absolument pas de mortalité. Un patient a été décédé à l'issue des 3 ans. Quand on avait en préopératoire un indice pathologique, par exemple le S', on avait une mortalité, mais qui était tout à fait raisonnable. Quand on associait 2 paramètres, la mortalité devenait plus importante et bien sûr de façon indépendante et totalement significative. Et quand on additionnait 3 paramètres, bien là, la prédiction était assez effrayante puisqu'on arrivait à 3 ans à une mortalité de 60%. Alors, je vous l'ai dit au début, pour interpréter les indices de fonction VD, il faut connaître les conditions de charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, regardez ce petit diagramme bien connu chez l'animal. Quand on serre un peu une artère pulmonaire d'un animal, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le ventricule droit s'effondre. Le volume d'éjection systolique s'effondre. Alors, à gauche, on a un peu le même phénomène, mais beaucoup moins marqué parce que, vous le savez, le ventricule droit, c'est un petit ventricule peu musclé et qui est très susceptible. Il est très susceptible à l'élévation de la post-charge. Et quand on parle d'élévation de la post-charge vis-à-vis du VD, on pense à 2 choses importantes, soit à l'élévation des pressions de remplissage à gauche, je ne me trompe pas, les pressions de remplissage à gauche vont exercer une post-charge sur le ventricule droit, et bien sûr, une élévation des pressions pulmonaires, mais surtout des résistances pulmonaires. Et quand on parle post-charge, il faut absolument comprendre ce que c'est que le couplage ventricule droit artère pulmonaire, et j'en dirai un mot dans un instant. Les pressions de remplissage, je ne vais pas vous faire un topo, vous connaissez les recommandations actuelles qu'on peut largement critiquer. Au minimum, n'oubliez pas de comparer les durées des ondas, notamment de la veine pulmonaire et de l'onda mitrale, puisque c'est le seul paramètre qui vous permettra de faire le diagnostic d'élévation isolée des pressions télédiastoliques du ventricule gauche, qui sont une situation qui n'est pas rare et qui échappe sinon aux recommandations actuelles. Comment faire le diagnostic de résistance pulmonaire augmentée? C'est assez simple. Vous allez mesurer la vitesse maximum de l'IT en mètres par seconde et vous allez faire l'ITV dans l'infundibulum pulmonaire que vous allez afficher en centimètres. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas cohérent comme unité, mais c'est un rapport donc sans unité. Et quand ce rapport est supérieur à 0,2, on parle de résistance pulmonaire élevée et donc de post-charge augmentée sur ce ventricule droit. On peut également en parler de façon visuelle. Quand vous avez cette refermeture, ce qu'on appelle le notch dans la littérature anglo-saxonne, cette refermeture sur donc le flux dans l'infundibulum pulmonaire, vous pouvez quasiment signer élévation des résistances pulmonaires. Regardez dans ce travail, sur 159 patients qui ont une HTAP précapillaire, vous en avez 150 sur 159 qui ont ce notch. En plus, dans ce travail extrêmement intéressant, les auteurs ont distingué 2 morphologies. Vous avez ici un notch avec ensuite une reprise de pic
Et vous avez ici un notch et vous avez vu qu'il n'y a plus rien en deuxième partie de l'éjection. Eh bien, ici, en général, la fonction ventriculaire droite est meilleure que dans ce cas. Et ça s'accompagne dans les données pronostiques de ce travail. Vous voyez, à 3 ans, la mortalité la plus élevée se voit chez les patients qui ont un notch avec absence de deuxième composante télésystolique. Alors voilà, sur une image, une question à laquelle je vais répondre, puisque évidemment vous ne pouvez pas me répondre. Que s'est-il passé chez Monsieur Z en 4 jours, du 24 au 28 mars, à part qu'on a changé la profondeur de l'image, mais vous m'accorderez que ici le ventricule gauche est quand même beaucoup plus inquiétant qu'ici, où on a une bonne fonction, et vous m'accorderez que le S' ici est bien bas, à 7 cm par seconde, alors qu'il est à 11 cm par seconde ici. Eh bien, entre ces 4 jours, il s'est tout simplement passé un TAVI chez un patient qui a un rétrécissement aortique serré, et la levée de la charge, tout simplement liée au TAVI, a fait que tout d'un coup, la fonction est bonne à gauche comme à droite. Alors, quand on regarde ça, là, vous auriez dit « Ah, le VG est malade, et là, il est en bonne santé ». Vous auriez dit « Ah, le VD est malade, et là, il est en bonne santé », alors que c'est simplement la levée de la charge qui a corrigé la dysfonction. Quand vous regardez ces deux recueils en DTI pulsé à la notricule speed, au premier coup d'œil, ils ne sont pas très différents. En fait, regardez, celui-ci, c'est une vraie catastrophe. Vous avez une onde S' qui est très basse. Vous avez des temps de relaxation très larges, des temps, excusez-moi, de contraction isovolumique qui sont très larges et de relaxation isovolumique qui sont très larges. Et vous avez une pente qui est tout à fait douce. Ici, on a la même chose. On a un temps de relaxation qui est large, on a un S' qui est bas, mais regardez, on a une contraction isovolumique qui est magnifique et qui est tout à fait normale. À gauche, c'est un patient qui a une CMD sévère avec une atteinte biventriculaire sévère. À droite, il s'agit d'un patient avec une embolie pulmonaire et une hypertension artérielle pulmonaire. Voilà les images de ce patient. Vous voyez cette dysfonction, elle est visible à l'œil. Vous voyez cette H-tape importante. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ce flux nous raconte tout. Il nous dit que le TRI est très large parce qu'il y a une H-tape importante. Il nous dit qu'il y a des indices de fonction abaissés, le TEI est pathologique, S' est bas, et la fraction de raccourcissement de surface sont basses, mais il nous prédit en quelque sorte l'avenir en nous disant que cette contraction isovolumique, qui est la seule à résister à la charge assez souvent, eh bien, elle nous montre que ce ventricule droit, en fait, a une contractilité intrinsèque anormale, et quand la charge va être levée, eh bien, le ventricule va se normaliser. Alors, je vous ai dit, pour bien comprendre la post-charge, accrochez-vous un tout petit peu, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais à peine. Il faut comprendre la notion de couplage ventriculo-artériel. Chez des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire importante et une FEVD basse, encore une fois, on a tous ce mauvais réflexe. La FEVD est basse, on se dit le VD est mauvais. Et vous le savez, en fait, dans le cadre de l'HTAP, au moins au début de la maladie, non seulement le VD n'est pas mauvais, mais il est très bon. Il est meilleur qu'il n'est chez un individu lambda, mais cette augmentation de la contractilité intrinsèque ne permet pas de compenser une élévation phénoménale de post-charge, si bien que le VD apparaît mollasson, apparaît défaillant. Alors, ce couplage, c'est la relation entre la contractilité ventriculaire droite, la contractilité intrinsèque, et ce qui se passe à la sortie de ce VD, quel est l'état de post-charge exercé sur ce ventricule droit. Et comment va-t-on l'illustrer ? On va l'illustrer par un rapport entre ce qu'on appelle l'élastance ventriculaire droite. Et l'élastance ventriculaire droite, sur ces courbes pression-volume, c'est la pente de cette droite qui unit les relations pression-volume télésystolique. En fait, retenez que c'est un rapport entre le niveau de pression et dans l'artère pulmonaire et le volume télésystolique. Et ce rapport va être également donc élastance sur élastance artérielle. Et l'élastance artérielle qui nous illustre la post-charge, c'est un rapport entre le niveau de pression et le volume d'éjection systolique. Donc vous avez bien compris que pour mesurer
pression et pour mesurer volume, il faut coupler des mesures invasives par le KT et puis il faut coupler des mesures non invasives, par exemple par l'IRM. Donc, on rentre évidemment dans des choses qui sont infaisables en routine. Alors, pour essayer d'approcher le couplage, eh bien, des auteurs ont proposé des choses très simples et très utiles. On peut utiliser déjà des paramètres substitutifs. Et si vous comprenez bien que si vous faites par exemple un rapport entre S' et PAPS, ben S', c'est un indice de fonction et en divisant par la PAPS, vous allez tenir compte de la pression. Et donc, vous allez faire en quelque sorte le couplage du pauvre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut commencer à faire le couplage du riche et on peut le faire de façon non invasive. Ça a été démontré en particulier en IRM et regardez ces rapports, et c'est ça la bonne nouvelle, la formule est tout à fait simple, elle peut vous rappeler étrangement la formule de la fraction d'éjection ventriculaire droite. Volume télédiastolique moins volume télésystolique divisé non pas par le volume télédiastolique comme dans une fraction d'éjection, mais divisé par le volume télésystolique. Et vous voyez que chez les sujets normaux, témoins, la valeur est autour de 1,5 et plus les sujets sont pathologiques, plus le couplage est pathologique et plus la valeur s'abaisse. Dans une petite série qu'on a fait donc avec notre logiciel entièrement automatique, on retrouve sur cette formule simple, encore une fois, volume d'éjection systolique sur volume télésystolique, tout ça on l'obtient facilement en 3D, eh bien on peut avoir les mêmes valeurs avec une valeur à 1,5 chez les sujets normaux. La grande étude disponible, elle concerne les enfants dans l'hypertension artérielle pulmonaire, et vous voyez que dans ce travail en 3D, eh bien, plus cet indice de couplage s'effondre, plus le pronostic est péjoratif. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous mémorisiez, c'est qu'il s'agit surtout d'une valeur pronostique importante. Alors, il me reste très peu de diapos, quelques-unes pour répondre à ce qu'on m'a demandé concernant l'association complexe entre fonction ventriculaire droite et insuffisance tricuspide. Vous savez que quand on a une insuffisance tricuspide, et notamment une insuffisance tricuspide importante, il va y avoir une augmentation de précharge, et donc ça étire le ventricule droit, et par phénomène de Starling, vous allez avoir des indices de fonction qui vont être dopés. Vous allez avoir une hypercontractilité. Mais en fait, l'IT, c'est plus compliqué que ça, et en particulier les IT fonctionnels qui souvent évoluent aussi dans un contexte de post-charge élevé, donc en particulier des IT fonctionnels secondaires à des situations d'HTAP. Et là, vous êtes dans une situation plus complexe puisqu'il y a à la fois une élévation de la post-charge qui va avoir tendance à diminuer les indices de fonction et une augmentation de la précharge qui va avoir tendance à augmenter ces indices de fonction. Dans ce contexte, on attend et on espère que ces études du couplage ventriculo-artériel pourront nous rendre service. Dans l'intervalle, retenez déjà que quand on a des indices de fonction abaissés et qu'on a une IT très importante et qu'on a la conviction qu'on n'est pas dans une ambiance d'HTAP importante, eh bien, on doit suspecter fortement une dysfonction VD intrinsèque. Mais dans tous les cas, soyez prudents avant de condamner un VD parce que on a eu des surprises et parfois on pense que le VD est foutu alors qu'il ne l'est pas. Alors, en préopératoire de ces IT fonctionnelles importantes, il y a des petites séries qui ont été publiées, en particulier quand on a une FEVD pré-op à plus de 45-46%, donc normal en IRM, eh bien c'est un bon élément pour prédire peut-être qu'en post-op, le VD va tenir. De même, en échographie, quand on a une surface télésystolique à moins de 20 cm², ce serait également associé à un meilleur pronostic. Et puis cette étude très récente sur les IT fonctionnelles, une très grosse étude, mais hélas rétrospective, des IT fonctionnelles moyennes à importantes. Beaucoup ont été suivis non opérés parce qu'on est frileux sur ces interventions et un petit nombre ont été opérés. Vous voyez qu'il y a énormément de décès, c'est toujours des malades très compliqués. Le message, c'est que l'approche multiparamétrique est meilleure que l'approche monoparamétrique. En associant les paramètres, vous allez pouvoir prédire la mauvaise situation et autrement dit, quand vous aurez plusieurs paramètres de fonction pathologique, eh bien vous pourrez prédire qu'hélas, le pronostic est mauvais. Donc, voici ma dernière diapositive. Lorsque vous suspectez une dysfonction ventriculaire droite, eh bien, il faut travailler.
vous voyez que si vous faites simplement le recueil à l'anneau tricuspide en Doppler pulsé tissulaire, vous pourrez mesurer l'onde S', vous pouvez mesurer l'accélération de la contraction isovolumique et vous pouvez mesurer l'indice de Tay. Quand vous avez plusieurs paramètres concordants pathologiques, vous pourrez dire il y a dysfonction ventriculaire droite. Ensuite, vous allez essayer de mesurer, d'évaluer la post-charge. Si la post-charge est normale, c'est-à-dire que les pressions de remplissage VG et les résistances pulmonaires sont normales, eh bien, vous êtes dans la situation la plus préoccupante. Ça dysfonctionne alors que du côté de la charge, il n'y a rien pour faire dysfonctionner. C'est logique. On va suspecter fortement une atteinte VD intrinsèque. Si par contre, la post-charge est élevée, bien là, vous pouvez vous dire, espérons, il est probable que ces indices de dysfonction VD soient liés à ma post-charge élevée et qu'en fait, la fonction VD intrinsèque soit normale. Si en prime, vous avez une contraction isovolumique normale, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, de probable, vous pouvez penser que la fonction intrinsèque est très probablement normale. Enfin, vous pourrez vous intéresser au couplage VDAP dès maintenant en essayant de voir un peu ce que donne votre mesure de strain sur PAPS, de S' sur PAPS, ou bien sûr, si vous avez la chance d'avoir du 3D, eh bien, vous pourrez faire une approche directe, validée, en faisant le volume d'éjection systolique sur le volume télésystolique, et vous aurez alors un indice qui a vraiment une valeur pronostique péjorative puissante. Je crois que pour une fois, avec le 3D, on a de belles perspectives sur le VD et notamment sur l'évaluation de la fonction ventriculaire droite. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis tout seul face à mon écran, c'est un peu triste, mais je vous fais des grosses bises et je suis très content d'avoir pu partager ce moment avec vous.